Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Aujourd'hui, on se retrouve dans la zone sport pour un tout nouveau format, le Tiki Taka. Zéphyr est l'initiateur du format. On va chacun se poser des questions. On va avoir une minute pour donner notre réponse et argumenter et convaincre les autres. Donc, chacun s'est préparé des petites questions qu'on ne s'est pas dévoilées. C'est un peu des petites surprises et on va se poser. Donc, moi, j'ai deux questions pour Zéphyr, deux questions pour Elias et ils ont fait pareil. Donc, d'abord, je vous salue. Bonsoir Elias, bonsoir Zéphyr. Comment allez-vous? Bonsoir à toi Arthur, bonsoir à toi Zéphyr. Tout va bien, tout va bien. À la veille du grand concours qui m'attend, un peu stressé, mais on est prêt à en découdre ici dans ce nouveau format avec lequel on va sortir les gants et on va boxer. Bonsoir à tous et force et honneur à Elias pour demain. Ouais, on espère de grandes choses demain. Donc je vais commencer par une première question pour Elias, et après t'enchaîneras pour Zephyr, enfin ainsi de suite. Vous comprenez le concept. Donc Elias, ma première question, ça va se passer sur du foot. Faut-il virer Guardiola? T'as une minute. Ok, virer quand? Précise, précise. Bah pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine? Bon là, on Ok, va pas le virer pour la fin de l'année, ce serait bête. ouais, ok. T'es prêt? T'as une minute. Euh, Non, pour moi, je pense pas que Pep Guardiola doit être viré à la fin de la saison. Je pense toujours que ça peut être l'homme de la situation. Il a un groupe nouveau, on va dire, avec énormément de recrues. Je pense notamment à Marguerite, Antoine Semenyo, même Roussanov en défense qui l'a pas bien utilisé contre le Real. Ryan Cherki qui doit aussi beaucoup plus utiliser. Je pense aussi à Tijani Reinders qui doit s'incorporer au milieu et également Nico Gonzalez qui doit prendre en volume. Et donc, tous ces joueurs-là ont des profils différents et doivent s'adapter au système Manchester City. On sait que la Première Ligue, c'est très exigeant, surtout sur les premières années. Moi, je pense que s'il continue à travailler avec ce groupe pendant un peu plus d'un an, je pense que ça peut cliquer, comme dirait Walid Acharchour. Et je pense que ça peut faire une très grosse saison. Et il va forcément prendre des idées, se remettre en question parce que c'est un coach comme ça, Pep Guardiola. Je pense toujours que c'est l'homme de la situation et il va remettre City sur le toit de l'Europe. Attendez-vous à ça. Écoute Elias, pour te répondre, enfin j'espère que ce qui va se passer pour Pep Guardiola, mais après il faut quand même noter que depuis 2 saisons, c'est un peu, on peut dire, la crise à Manchester City. Et Pep Guardiola, on n'a pas l'impression qu'il peut sortir le club de cette crise. Est-ce qu'on ne se repose pas trop sur ses fondements historiques, sur ses résultats historiques pour le conserver? Est-ce que là, ce serait pas le moment de changer d'entraîneur? C'est la question que je me pose. Toi, je vois que tu es plutôt pour le fait de le garder, mais je me dis, est-ce que Pep Guardiola est pas en fin de course à Manchester City? Et là, il faut trouver quelqu'un d'autre qui a de nouvelles idées, parce que là, le style de jeu Guardiola, on sent qu'il a plus le même impact que dans les années précédentes. Bon, maintenant, c'est toi qui vas poser une petite question à Zephyr, et bah, sur le sujet que tu veux. Ouais, Zéphyr, j'aimerais te poser la question. Est-ce que, selon toi, Yannick Sinner peut finir la saison numéro un mondiale? Alors, c'est très forcément possible parce que, très forcément possible, non, ça dépendra, je pense, d'Alcaraz. Parce que là, on a vu quand même Alcaraz moins en forme sur ces tournois de Miami où il perd en demi-finale contre Medvedev, à Indian Wells, pardon, puis à Miami où il perd au second tour contre Corda. Donc, on voit un Alcaraz moins en forme. Ça profite à Sinner qui prend ces deux Master 1000, qui les prend quand même, on le rappelle, trois Master 1000 consécutifs sur dur sans perdre de moins de 7. C'est quand même impressionnant pour Sinner sur dur. Maintenant, on s'attaque à la terre battue. Là où Alcaraz est quand même encore un cran au-dessus de Sinner, même si ça s'est joué à très très peu, on le sait, à Roland Garros. Mais ça va dépendre d'Alcaraz. S'il n'est pas hyper performant dans les Masters 1000, ça va profiter à Sinner qui peut aller chercher cette place de numéro un mondial. Et pareil pour Roland Garros. Et sur la suite de la saison, Alcaraz a le dernier Grand Chelem qui est l'US Open, quelques Masters 1000 aussi, je pense à Cincinnati. Donc pour moi, Sinner va être au rendez-vous cette saison, mais ça dépendra plus d'Alcaraz que de Sinner. Mais du coup, moi, je veux la réponse. Est-ce que Sinner va être numéro un mondial à la fin de la saison? Oui ou non? Eh bien oui, parce qu'on commence à voir les soucis du fait que Alcaraz ait changé de coach. Je pensais que ça n'aurait moins d'impact que ça, et au final, voilà, Alcaraz est un petit peu plus perdu, et ça va profiter à Sinner. Ok, ok, ok. J'aime bien ce que tu proposes de faire un avis tranché.
Moi, je suis plutôt de ton avis. Je sais pas si Arthur est du même, parce qu'aussi, on rappelle que Sinner n'a pas forcément de points à défendre durant la première partie de la période de terre battue et qu'il est dans une meilleure forme que Carlos, même si la surface elle change. Donc, moi, je tends plutôt vers ta réponse et je vois clairement l'Italien dominer cette saison sur terre battue, même si on rappelle que Carlos Alcaraz reste quand même le maître sur cette surface. Moi, je le vois peut-être se faire surprendre Carlitos. Moi, je vois clairement Yannick Sinner finir numéro un mondial. Arthur, est-ce que tu es de mon avis ou pas? Écoutez, je sais pas si je suis de votre avis, mais je trouve qu'on juge un peu trop Alcaraz. On oublie l'Open d'Australie, ce qu'il a fait à l'Open d'Australie. Et peut-être que là, c'est une petite période de moins bien, le Sunshine Double. Et après, il va. La terre battue, on connaît le niveau de Carlos Alcaraz. Donc, moi, je pense que ça, c'est quand même compliqué de pronostiquer un affrontement. Bon, je pense que ce sera Yannick Sinner Alcaraz en finale de Roland, mais je vois quand même Alcaraz finir la saison numéro 1 quand on voit ce qu'il a montré sur le premier Grand Chelem. Mais ça, votre avis s'entend au vu des deux derniers Master 1000 des dernières semaines. Donc là, c'est Zephyr qui va me poser une question et après, je lui poserai une question en retour. Donc ma question pour Arthur, c'était si Pogacar venait à gagner les trois grands tours sur la même année, donc le Giro, la Vuelta et le Tour de France sur la même année. On le rappelle, il a quand même déjà trois Tours de France et un Giro, il me semble. Est-ce que ce serait le plus grand exploit sportif du 21e siècle, Arthur? Bah, d'abord, pour commencer, je pense que Pogacar n'est pas prêt de faire les trois grands tours sur la même année parce que c'est physiquement très 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 compliqué l'enchaînement. Oui. Ma question est hypothétique, hein, si dans plusieurs années il venait physiquement capable de le faire, enfin, c'est hypothétique. Bah, je pense déjà que s'il arrivait à. Oui, franchement, je pense que ce serait en tout cas un des plus grands exploits sportifs du 21e siècle. C'est dur de mesurer entre les différents sports parce que c'est complètement différent. Quand on voit ce que Michael Phelps a fait en natation, ou même Léon Marchand qui gagne 4 médailles d'or sur une même Olympiade et qui gagne 2 médailles d'or dans la même soirée, ça c'est complètement dingue aussi. Donc c'est dur de mesurer au vu de la différence entre les sports, mais c'est sûr que ce serait le plus grand exploit de l'histoire du vélo. Et ce serait dingue. Même si je pense qu'il il va pas le faire parce que il sait pas que c'est pas un coureur comme ça. Il préfère privilégier faire les courses qu'il aime et pas non plus se défoncer physiquement pour atteindre tous les records possibles. Ok Arthur, merci de ta réponse. J'étais plutôt de ce point de vue-là de le classer parmi les plus grands exploits sportifs, tant ça paraît impossible, personne ne fait ça actuellement, donc ça me paraissait dingue, oui, parmi les exploits sportifs inimaginables. Ouais, mais j'ai toujours du mal à comparer les différents sports, à placer un sportif le meilleur du 21e siècle, le meilleur du 20e siècle. Je trouve que on peut comparer dans le même sport, mais c'est dur d'élargir la comparaison avec d'autres disciplines qui n'ont absolument rien à voir. Donc là, je vais te poser une petite question sur la Formule 1, Zéphyr. Grand Prix du Japon récemment, Kimi Antonelli qui gagne deuxième Grand Prix d'affilée, plus jeune leader du championnat de l'histoire. Et deuxième Russell, pour l'instant 1 et 2 les Mercedes, mais est-ce qu'un autre pilote que les Mercedes peut se mêler à la course au championnat? Bah, moi je l'avais dit, je pensais que les Ferrari, avec notamment Charles Leclerc, qui réalise une bonne saison pour le moment, avec encore un podium, il me semble, ce week-end, pouvaient quand même aller concurrencer les Mercedes cette saison si, en termes de stratégie, ils étaient plus performants et choisissaient un pilote en numéro un qui devrait être, je pense, Charles Leclerc, parce qu'il est dans la force de l'âge. Mais il y a quand même un écart, tu l'avais dit, donc je pense que l'écart est encore trop grand. Là, on a une semaine, on a trois semaines de pause parce que les Grands Prix de Bahreïn et d'Arabie Saoudite ont été annulés, je crois. Et c'est ce qui peut profiter, c'est ce qui va profiter à Ferrari pour faire des ajustements. Et Ferrari peut rentrer dans le rang par rapport à Mercedes. Et on a un Charles Leclerc qui va concurrencer, qui va se rapprocher encore plus des Mercedes. Et avec une bonne stratégie, oui, Ferrari et Charles Leclerc vont pouvoir concurrencer, je pense, les deux Mercedes. Bah, écoute Zéphyr, pour te répondre, tu étais bien dans les temps, mais j'ai l'impression que la seule possibilité pour les Ferrari d'accrocher les Mercedes, c'est vraiment de faire un. En fait, chaque semaine, ils font des énormes starts, mais j'ai l'impression qu'ils ont du mal à tenir sur la durée. Après, c'est vrai qu'on avait des circuits très rapides là récemment au Japon et en Chine notamment. Donc là, sur des circuits plus serrés, je pense à des Monte Carlo ou quoi, je pense que les Ferrari auront un peu plus d'avantages. Mais on va voir comment ça va se passer parce que Ferrari va travailler, mais il y a aussi Mercedes qui va travailler pendant ce mois de pause. Donc, oui, Zéphyr? Là où quand même il y a en termes d'ingénierie, Ferrari a un mode à la suivre, tandis que Mercedes peut juste faire des essais au hasard.
Ferrari va pouvoir quand même un petit peu observer ce qui marche bien chez Mercedes et essayer de copier en quelque sorte pour rattraper. Mercedes avance plus à l'aveugle parce qu'ils ont aucun modèle. Bah, en Donc l'occurrence, Ferrari va plus. ils ont, enfin, Ferrari a développé une technique depuis quelques années euh, où ils ont une voiture qui est celle qui démarre le mieux au start. Donc peut-être que Mercedes pourra s'en inspirer parce que quand on voit les starts de Mercedes cette saison, c'est vraiment cata. Là, on voit Antonelli qui est passé de P1 à P6 en même pas 30 mètres, donc c'était dingue. Donc Zéphyr pose une petite question à Elias et après, Elias, je sais pas pour qui tu poseras la question, mais on verra. Moi j'avais une question pour Elias qui a bien suivi quand même ses Master 1000 de tennis. Sur Arthur Fils, c'était Arthur Fils finira-t-il la saison top 10, top 5 ou en dehors du top 20? Ok, ok. Moi, je pense que Arthur Fils finira la saison top 10. Voilà, je le dis haut et fort. J'ai pas peur de l'affirmer. On le rappelle qu'après après Roland Garros, il a plus du tout de points à défendre et qu'il est actuellement huitième à la race. Donc tous les espoirs sont permis pour Arthur Fils. Bien évidemment, c'est sous condition qu'il ne se blesse pas. Et moi, je le vois au-dessus de beaucoup de joueurs actuellement. Voilà, sur terre battue, on sait qu'il peut faire des dégâts également. On l'a vu à Barcelone où il a fait, il me semble, quart ou demi contre Carlitos. Et là, à Monte-Carlo, il aura le couteau entre les dents. Après, attention, c'est un Masters 1000 sur 7 jours, sur une semaine. L'enchaînement des matchs peut être aussi compliqué lorsqu'il affrontera des adversaires plus difficiles. Mais voilà, moi, c'est post-Roland Garros, ça peut être très intéressant s'il arrive à enchaîner derrière sur Wimbledon, où il peut voilà, gratter des points. Il peut peut-être aller chercher un huitième ou un quart. Ce serait déjà énorme pour un de ses premiers tournois sur gazon. Et derrière, sur dur, en fin de saison, c'est que l'US Open va être très compliqué, car c'est le dernier tournoi de la saison. Mais pour moi, il va parachever son œuvre à l'US Open. Il va réussir à être présent physiquement et à finir dans le top 10. Je le dis haut et fort. Ça marche. Beaucoup d'espoirs sont placés à Arthur Fils. On sait que beaucoup de gens espèrent le voir top 5. Les gens parlent déjà de lui pour rivaliser avec Alcaraz et Sinner. Il y a quand même beaucoup d'enflammement. Et ce qui est bien, c'est qu'il nous a quand même remis un petit peu en place avec cette défaite contre les EK et qui nous permet de prendre la mesure de réaliser qu'il ne faut pas non plus trop s'enflammer trop vite. Voilà. Donc à toi, Gaz, de nous poser une question. Ouais, moi je vais poser une question à Arthur, une petite question NBA. Arthur, selon toi, les Spurs vont-ils être champions NBA dès cette saison ou pas? Ils ont les épaules? Écoute, tu me poses la question à un fan des sports, donc c'est vrai que c'est compliqué. Écoute, à part le manque d'expérience, je vois pas ce qui peut les empêcher sérieusement de gagner ce titre. Je pense déjà qu'il y a une énorme différence de niveau intrinsèque entre la conférence Ouest et la conférence Est. Je vois pas une équipe de la conférence Est aller chercher OKC ou les Spurs sur cette match. Et donc je pense que la vraie finale, ce sera finale de conf OKC Spurs. Je suis quasiment sûr et persuadé que les Spurs et OKC vont se retrouver en finale de conf. Même, et la différence de niveau, elle se retrouve aussi dans les deux premiers avec le reste de la conférence Ouest. Donc moi, je ne vois absolument pas les Lakers ou les Nuggets aller chercher les Spurs et OKC en playoff. En ce moment, ça carbure les Spurs et OKC et c'est trop fort, je pense, pour les autres équipes. Donc je pense que la finale, ça va se jouer entre les Spurs et OKC. Et quand on voit les confrontations directes entre ces deux équipes cette saison, 4-1, on peut quand même se permettre de rêver et penser que les Spurs pourraient le faire. Bon, après, il ne faut pas s'enflammer, c'est une équipe très très jeune, donc on verra. Mais moi, j'espère que les Spurs seront champions NBA cette année. T'espères ou tu penses qu'ils le seront? Oui Bah, ou non? Ils seront champions NBA dès cette saison? au vu des confrontations cette saison entre les Spurs et OKC, je pense franchement qu'ils seront champions NBA. Mais après, faut pas me dire que je m'enflamme ou quoi. Je pense qu'on peut se permettre de s'enflammer quand on voit les résultats des Spurs actuellement. Ok, donc en juin, c'est champion NBA Spurs. J'ai pas envie que je leur porte l'œil, mais c'est ce que j'espère. En tout cas, Mais c'est non, ce que je mais pense. C'est ce que je pense. ok, d'accord, avis tranché, on a envie d'un avis Mais tu sais, tranché. c'est Moi, dur de se prononcer sur son équipe parce qu'on veut pas non plus leur porter l'œil ou quoi. je sais que c'est dur. Après, pour moi, porter l'œil, ça c'est un truc, enfin, je trouve un peu bidon. Bon, après, vu mes pronostics, peut-être que, peut-être que je porte vraiment l'œil et je me demande, hein, voilà, peut-être que je porte vraiment l'œil. Moi, honnêtement, je suis pas forcément de ton avis. Je vois pas forcément les Spurs gagner. Pour moi, tu l'as dit, l'inexpérience en playoff, c'est quand même un énorme facteur.
On le rappelle, il y a peut-être un seul vétéran qui est Harrison Barnes, qui a été champion NBA avec les Warriors en 2015 et qui est dans ses effectifs. Après, derrière, c'est des sophomores, Stephen Castle, un rookie, Jalen Harper, aussi des joueurs qui ont moins d'expérience. Donc pour moi, je vois honnêtement OKC faire le doublé ou bien Boston le faire avec le retour de Jason Tatum. Moi, je les vois très en forme, Boston, et ça peut être l'équipe ultra sous-cotée et peu attendue sur ces playoffs. Moi, je ne vois pas forcément les Spurs remporter le titre dès cette saison. Année 2, avec ce groupe et avec ce corps, je pense que oui. Je pense que oui, ils seront favoris. Mais cette année, n'allons pas trop vite en besogne, même si on a raison de s'enflammer. Bah, écoute, je suis d'accord avec toi pour les Celtics en finale NBA au vu de leur dynamique. C'est vrai que je pense qu'ils vont gagner la conférence Est. Mais après, j'ai l'impression que cette saison, tout le monde pronostiquait les Spurs en play-in ou quoi. Et là, ils brûlent les paliers, mais comme pas possible. Donc c'est vrai que tout le monde parle de manque d'expérience, mais est-ce qu'ils franchiraient pas le cap? Parce que quand on voit, c'est des joueurs qui sont quand même hyper solides mentalement. Enfin, on pense à Victor ou quoi, mais on les a jamais vus en playoff pour beaucoup. Donc à voir pour les Spurs, mais c'est quand même difficile de se prononcer pour ces Spurs. J'ai une petite question pour toi sur la NBA, Elias, sur les playoffs. C'est sur un joueur et une équipe que tu aimes bien en ce moment. Est-ce, jusqu'où peuvent aller les Lakers en playoffs cette année, Elias? Euh, les Lakers, Parce que, attends, on le au second précise, tour. 9 victoires d'affilée il n'y a pas longtemps quand même. Ok. Les Lakers sortent au second tour des playoffs contre les Spurs. J'ai le bracket sous les yeux. Les Spurs actuellement en deuxième, qui rencontrerait le vainqueur de 3 et 6, qui est actuellement Lakers-Houston. Houston, que je trouve pas du tout bon. C'est vraiment en dents de scie. Et je pense que les Lakers, avec le talent, avec Luka Doncic, avec LeBron James, et ils auront une envie de revanche. Ça fait quand même 3 fois d'affilée qu'ils sortent au premier tour des playoffs. Ils auront le couteau entre les dents. Doncic, première vraie saison, il met 34 points par match. Et je pense pas qu'en playoff, il baissera de régime. Forcément, il sera peut-être un peu moins au scoring, mais peut-être plus aussi à la passe parce qu'il sera doublé constamment. Donc, ces Lakers, je les vois passer le premier tour. Derrière, les Spurs, je les vois beaucoup trop short. La fatigue va arriver parce que je vois une série longue entre le Houston et les Lakers et je vois une série courte pour les Spurs. Donc, pour moi, ça sort en demi-finale de conf face aux Spurs. En tout cas, si les standings si le classement reste comme ça. Écoute, t'es parfaitement dans les temps, mais je pense que je suis complètement d'accord avec toi. Pour moi, les Lakers, ça passe Houston pas facilement, mais je les vois bien faire un 4-2. Pour moi, Houston, c'est vraiment pas très fort cette saison, alors qu'ils ont limite une super team. Et moi, je vois, bah, comme tu dis, les Lakers perdre 4-1, gagner un match à domicile contre les Spurs. Mais c'est vrai que la marche est un peu trop haute, notamment défensivement. On sait que les Lakers, c'est compliqué face à l'attaque pluraliste de San Antonio. Ça, je pense que ça va être compliqué. Écoute, Elia, je te laisse poser une question à Zephyr. Ouais, donc Zéphyr, moi je vais te poser une question en foot, une question certes un peu prémonitoire, enfin on projette un peu dans ma question, mais selon toi, quelle va être l'équipe flop de la Coupe du Monde 2026 aux États-Unis, Mexique et Canada? Quelle va être la sélection flop? Quelle équipe va se cracher? C'est-à-dire grosse équipe qui genre sort pas des poules ou sort directement en huitième. Moi, je verrais bien l'Allemagne, parce que l'Allemagne n'est plus une grande nation du football. Et malgré qu'ils ont quand même des grands noms actuellement, genre Wirtz ou le très jeune, là, j'oublie toujours son nom, du Bayern, si vous l'avez. Lennart Karl. Lennart Karl. Ouais. Lennart Karl, voilà, ils ont des grands noms, mais j'ai vu la première mi-temps tout à l'heure du match contre le Ghana. C'était bien, mais c'était quand même un peu poussif. Et sur les dernières Coupes du Monde, c'est eux qui avaient été les flops. En 2018, ils sont sortis en poule. En 2022, ils sont sortis en poule aussi. Je les vois continuer sur une lancée très similaire parce que je vois pas non plus un renouveau de dingue chez le foot allemand, à part quand même chez le Bayern qui reste une machine dingue qui forme encore d'énormes joueurs, etc. avec Lennart Karl. Mais je sais pas, je sens qu'il y a une sorte de magie qui tourne autour de cette Allemagne et qui est une magie très très négative et qui va leur porter l'œil. Encore une fois, cette Coupe du Monde pour, je sais pas, un 16e de finale peut-être. J'aimerais bien sortir en 16e de finale, ce serait une grosse surprise tout de même. Mais je vois une Allemagne encore décevante, malgré quand même
une équipe avec énormément de grands noms, que ce soit Leroy Sané, Karl, Neuer encore dans les buts, on n'en finit plus de les citer, mais encore énormément de grands noms, un flop pour l'Allemagne. Mais est-ce que l'Allemagne, aujourd'hui, sur l'échiquier mondial, est une grande nation du football? Après, ça, on peut se poser la question. Pour moi, une équipe flop, voilà, ça aurait peut-être été plus en Espagne, la France, peut-être le Portugal aussi, ou l'Angleterre, qui sont quand même des nations un peu plus confirmées, ou même l'Argentine, j'ai envie de te dire. Après, je te comprends, elles sont difficiles à pronostiquer en tant que flop, et l'Allemagne, je suis totalement recevable par rapport au fait que voilà, leur passif en Coupe du Monde n'est vraiment pas glorieux et ils n'arrivent pas non plus à briller sur l'échiquier européen. Donc moi, je serais plutôt de cet avis et leur match contre le Ghana actuellement et puis même contre la Suisse m'a beaucoup inquiété au point de vue défensif. Ils ont dû se reposer sur Florian Wirtz qui est exceptionnel en ce moment avec eux. Mais est-ce que Florian Wirtz va leur suffire? Moi, je pense qu'il y a quand même de gros manquements en défense et au milieu de terrain. Joshua Kimmich est un peu esselé. Et puis même en attaque, je ne sais pas si Voltema 2 va peser autant. Donc moi, l'Allemagne, je suis totalement d'accord avec toi. S'il floppe encore, je pense que l'Allemagne sera déclassée au rang des nations tiers 2 du monde, malgré le fait qu'ils ont 4 Coupes du Monde. Écoutez, juste pour revenir sur votre débat, je pense que l'équipe qui va flop prématurément, donc avant la Coupe du Monde, ça va être l'Italie. On en parle depuis quelques mois avec Elias. Je pense qu'ils vont se faire sortir contre la Bosnie-Herzégovine. On l'avait pronostiqué il y a 3 mois, je pense. Et je pense que l'autre nation, bon, est-ce que là c'est la même question que l'Allemagne, est-ce qu'on peut qualifier cette nation de grosse nation? Parce que là j'ai vu le classement FIFA, l'Allemagne est 10e. Et l'autre nation que je pense qui va flop, qui est 7e, c'est le Brésil. Pour moi, le Brésil, au vu du match contre la France, je trouve c'est cata. Défensivement, c'est cata et offensivement aussi parce que les Bleus ont fait énormément d'erreurs défensives et normalement, quand t'as Vinicius et Rafinha devant, t'es censé en profiter. Et du coup, je vois le Brésil aussi sortir. Peut-être ils vont sortir des poules quand même parce qu'avec le nombre d'équipes qu'il y a cette année, c'est compliqué de pas sortir. Mais en 16e de finale ou en 8e, se faire sortir. Mais Elia, juste pour revenir à ta question sur l'Allemagne, pour moi c'est la même chose que pour le Brésil. C'est les deux plus grandes nations de l'histoire du foot. Avec l'Italie, tu ne peux pas dire que l'Allemagne ou le Brésil est une petite nation ou un tiers 2. L'Allemagne ou le Brésil restent des équipes de classe mondiale. Dans tous les cas, quelles qu'elles soient, elles resteront avec leur histoire dans les équipes pouvant être sérieuses, candidates au titre quand même à la finale. Non, mais Même c'est bien. Une équipe, Ouais, c'est bien beau l'histoire, mais il y a un moment là, on se base sur des faits actuels et ça fait quand même que l'Italie rate 2 Coupes du Monde d'affilée. Je suis désolé, mais il y a clairement un déclassement. Et puis même l'Allemagne sort des poules 2 fois d'affilée alors qu'ils ont été champions du monde en 2014. La Coupe du Monde d'après, ils sortent pas des poules et encore la Coupe du Monde d'après, ils sortent pas encore des poules. Pour moi, il y a quand même un déclassement à avoir par rapport à d'autres nations qui émergent de plus en plus. Je pense aussi à l'Angleterre qui est quand même, je trouve, un peu plus constante, même si elle a encore des difficultés à aller jusqu'au bout des compétitions internationales, notamment l'Euro. Moi, l'Allemagne, je trouve que, voilà, je te dis, potentiellement, si elle floppe encore à cette Coupe du Monde, je pense qu'il y aura un déclassement dans l'esprit des gens. Et puis même le Brésil. Le Brésil, ça fait quand même depuis 2002 qu'ils n'ont pas atteint un quart de finale en Coupe du Monde. Et à un moment, on peut me dire ce qu'on veut. C'est le Brésil, c'est une super nation du monde. Et ben, le Brésil, c'est en grande difficulté depuis 2002 et depuis cette Coupe du Monde, cette 5e Coupe du Monde remportée. Oui, le Brésil restera forcément une équipe historique et avec son histoire. Mais il y a un moment, actuellement, je te parle dans l'actuel, si le Brésil ou l'Allemagne flop, voilà, elles seront quand même déclassées. Il y a quand même un classement FIFA. L'Allemagne 10e, c'est pas normal. Le Brésil 7e, en vrai, c'est pas normal non plus. Donc moi, je trouve que c'est quand même un peu facile de se reposer forcément sur l'histoire. Écoute, Désolé, écoute, je suis un peu tendu. écoute Elias, d'abord je voudrais quand même nuancer ce que tu as dit. En 2018, le Brésil a fait quart de finale, donc c'est pas depuis 2002 qu'ils ont pas Oui. fait. Mais Non, t'as en dit gros, depuis ils ont pas 2002, ils ont pas dépassé fait les de quarts quart. de finale. Ils n'ont pas Ah dépassé ok, les quarts de d'accord, finale d'accord. depuis 2002, Ok. pardon. Mais en fait, je pense qu'au vu du palmarès et de l'histoire des nations, c'est dur de. Non, ils sortent contre l'Allemagne. Ouais, ouais. En quart. 7-1. Non, c'est en demi, c'est en demi, c'est en Jala, demi. le dentier, Elias, c'est en et demi, c'est en demi en 2014. c'est un demi, Elias. 7-1. ils sortent Quart, contre. c'est Ah, France-Allemagne, but de Mats Hummels.
Ah oui, pardon. Mais non, mais juste pour revenir sur ce que tu as dit, je pense que 2017. c'est dur au vu du palmarès des différentes nations de quand même de les mettre de côté, même si l'Italie a loupé 2 Coupes du Monde, s'ils vont à la Coupe du Monde cette année, je te jure, et qu'ils passent les poules, les gens vont commencer à parler d'eux comme des prétendants au titre, comme si le Real manque 2 fois d'affilée la Ligue des Champions. Au vu de leur palmarès, c'est exactement la même chose. Donc pour moi, tu peux pas les Mhm. mettre de côté et les mettre, comme tu dis, tiers 2. Mais c'est vrai que je pense qu'ils vont flop sur cette Coupe du Monde comme ils l'ont fait, comme l'Allemagne l'a fait depuis quelques années. Et voilà, est-ce que vous avez une autre question ou on peut terminer ce podcast? Mais Moi, Arthur, tu as bien résumé sur mon propos sur les grandes nations. Moi, j'avais une petite question euh, qui peut se poser pour vous deux. Voilà, donc je vous laisserai vous répondre Bah, attends, je chacun vais à votre répondre tour. parce que Elias a fait un monologue sur ouais, le vas-y, Brésil. Arthur. Ouais. Donc je la pose d'abord à Arthur, puis après Elias pourra nous répondre en condensé, s'il te plaît, Elias. Ouais, pardon. Chacun à notre tour. Donc ma question c'était, vous qui êtes supporter du PSG, vous préfériez que Paris joue comme Arsenal et gagne 3 Ligues des Champions consécutives ou joue un aussi beau football que le football proposé par Paris depuis 2 ans sous Luis Enrique, mais ne passe pas les quarts de finale de la Ligue des Champions pendant 3 années consécutives? Écoute, je réponds en premier. Écoute, Zéphyr, il n'y a même pas de question dans ton propos. Quand tu vois le traumatisme des supporters du PSG face à la Ligue des Champions, c'est impossible de refuser 3 Ligues des Champions, peu importe le jeu proposé. On peut gagner tous les matchs au tir au but. J'accepte directement la proposition parce que, parce que quand on voit la remontada contre le Barça, la remontada contre Man U, il y a eu tellement de pleurs pour les supporters parisiens qu'on peut pas refuser une proposition comme ça. Après, si c'est jouer comme Arsenal pour être juste champion de France chaque année, bon non, je préfère largement avoir un jeu séduisant comme celui de Luis Enrique cette année et l'année dernière. Donc, mais après, si tu me proposes de gagner 3 Ligues des Champions, je vais pas refuser. Mais c'est sûr que c'est plus sympa pour un supporter de voir une belle équipe qu'une équipe comme Arsenal. Je pense que les supporters des Gunners, pour en connaître énormément, ils sont un peu biaisés et pensent que leur équipe joue bien et qu'elle a raison de faire ça. Mais pour moi, d'un point de vue extérieur, c'est un peu craché sur le football. Après, ils gagnent les matchs, c'est bien pour eux. Mais je prends aucun plaisir de voir un match d'Arsenal. Elias, je te laisse répondre en condensé, s'il te plaît. Ouais, bah, je suis d'accord. Les 3 Ligues des Champions, elles vont dans l'armoire à trophées et que ça saute, hein, peu importe le jeu proposé. L'émotion de remporter une Ligue des Champions est quasiment inégalable avec celle de remporter une Coupe du Monde. Donc ouais, il y a pas de. Pour moi, la question est vite répondue, comme dirait un certain. Ok, j'ai juste une dernière petite question Aussi. pour Elias. Attends. Non, pour Zéphyr, excuse-moi. Mm. Zéphyr, donc j'ai une question sur un crack du tennis français qu'on regarde beaucoup sur ce début de saison. Est-ce que Moïse Kouamé sera top 100 à la fin de la saison? C'est un call risqué, mais est-ce que je te pose la question? Non, non, parce que Moïse Kouamé est plus intelligent que ça. Moïse Kouamé est plus intelligent que tous les médias qui le voient déjà allez, top 50, que tous les gens le voient tellement haut si vite, et que Moïse Kouamé prend son temps. L'an dernier, il a joué très peu de tournois pro des ITF, il a joué surtout des tournois juniors, et cette année, ben, c'est pareil, il joue, mais là, il a été à Miami, il a fait une semaine de repos avant, il prend une semaine de repos après, il joue tranquillement, il est invité à Monte-Carlo, il vit une vie de star, il est très content, mais il fait tout ça dans l'ordre des choses. Il ne précipite pas les choses, et je pense qu'il passera à top 100 en début de saison prochaine, mais là, il va continuer les challengers et quelques invitations sur des gros tournois, tranquillement, peut-être une invitation à Roland-Garros pour un premier Grand Chelem de feu en France, mais je pense qu'il ne sera pas top 100 à la fin de la saison, tout simplement, pas parce qu'il est trop mauvais, hein, mais parce qu'il gère facilement les choses et comme il faut, et parce que c'est plus mature de ne pas tuer son corps si tôt. Voilà. Mais écoute, Zéphyr, je te repose une question. Quand on voit qu'il est invité sur des gros tournois ou quoi, est-ce que s'il fait une grosse perf sur un tournoi, il va pas se forcer à perdre non plus? Donc s'il fait une grosse perf, il peut monter d'un coup. Non. Donc Oui, s'il fait une grosse perf, mais je le vois pas encore assez fort pour aller, je sais pas, chercher un huitième de finale de Master 1000 2 fois qui le ferait accéder à un top 100. Zéphyr, je te rappelle, contre le futur finaliste de Miami, il lui a quand même posé de sérieux soucis. Il a 3 balles de break dans le deuxième set. Donc contre l'EHK qui est top 20 et qui fait finale à Miami, est-ce que moi je pense qu'il peut large aller chercher un huitième en Master 1000. S'il compte des joueurs de top 50, il peut aller chercher un top 50.
Ben, moi, je pense pas, parce que même pour avoir vu son match contre Kovacevic, il avait été très fort pendant un set. Et après, il s'était un peu écroulé, notamment au tournoi 250 de Montpellier. Et je pense que quand il va jouer contre des mecs un peu meilleurs, qui vont tenir assez de concentration sur toute la durée d'un match, ça ne suffira pas. Mais progressivement, ça va suffire de plus en plus. Et la consécration de cette jeunesse magnifique sera l'an prochain, lorsqu'il passera dans le top 100 avec l'Open d'Australie de l'an prochain en 2027. Voilà, c'est ma prédiction. Ok, bah Elia, je te laisse poser la dernière question, mais on espère que ça va être ça pour Moïse Kouamé. Ce serait quand même très très satisfaisant pour un joueur qui a à peine 17 ans. Ok, moi je vais te poser du coup la dernière question, Arthur. Est-ce que pour toi, actuellement, Michael Olise est le favori pour être Ballon d'Or? Bah écoute Elias, je suis encore une fois que la question est complètement visée, parce que j'en parle depuis quelques mois, Michael Olise. Parce que pour moi, actuellement, le Bayern est la meilleure équipe du monde. Alors, Michael Olise est dans la meilleure équipe du monde en club, et est-ce qu'il est dans la meilleure équipe du monde en sélection? C'est une question qu'on peut se poser aussi. Je pense que c'est entre la France et l'Espagne, et peut-être l'Argentine actuellement. Et donc pour moi, Michael Olise, qui franchement, avec l'équipe de France, c'est fabuleux. Son entrée contre la Colombie hier, c'était grandiose encore une fois à la passe. Et contre le Brésil, j'ai trouvé très bon aussi. Donc quand on voit son apport offensif au Bayern et en équipe de France, s'il est amené à gagner la Ligue des Champions et la Coupe du Monde, pour moi, c'est automatiquement Michael Olise en Ballon d'Or. Après, je préférais que le PSG gagne la Ligue des Champions, mais si, dans un scénario hypothétique, le Bayern remporte la LDC, ce qui est quand même assez probable, je pense que Michael Olise pourrait être le candidat numéro un et va gagner le Ballon d'Or. Mais après, le problème de Michael Olise, c'est qu'il n'a pas non plus une hype énorme. Donc je pense que ça pourrait un peu jouer en sa défaveur face à un Lamine Yamal ou un Kylian Mbappé, par exemple. Ouais, genre s'il y a un France-Espagne et qu'il y a un Barça-Bayern en finale, et que genre il y a une des deux finales qui tombe du côté de Yamal et une des deux finales qui tombe du Ouais, côté d'Olise, et que les deux sont genre kiff-kiff sur les deux finales, qui font des prestats de fou chacun, et qui perdent une fois et qui gagnent une fois. Quelle compétition tu valorises? Est-ce que si Yamal gagne sa mais première Coupe du Monde, il est automatiquement Ballon d'Or, il n'y a même plus de débat? Ou si Michael Olise gagne encore une Coupe du Monde, bah, il n'y a pas de débat non plus, mais que Yamal gagne la bah, LDC, Elia, ça peut se taper. je te réponds. Déjà, ça dépend des performances individuelles des deux joueurs dans les deux compétitions, pas forcément que sur la finale, mais ça se trouve, bah, Michael Olise va faire une mauvaise Coupe du Monde et Lamine Yamal réciproquement. Et ce que je me dis, moi, c'est que la Coupe du Monde, c'est tous les 4 ans, la Ligue des Champions tous les ans. Donc, il faut quand même plus valoriser une Coupe du Monde qu'une LDC. Mais après, je pense que dans l'esprit des votants, vu la hype de Lamine Yamal, peut-être que si Lamine Yamal gagne la LDC et Michael Olise la Coupe du Monde, ce sera quand même Lamine Yamal. Parce que pour moi, l'année dernière, Lamine Yamal ne doit même pas du tout être top 2 du Ballon d'Or. Et pourtant, il l'a été. Pour moi, un Vitinha, pour moi, limite Rafinha méritait d'être devant Lamine Yamal au Ballon d'Or. Donc, Zephyr qui vient de partir. Donc pour moi, Lamine Yamal sera toujours favorisé par sa hype grandissante auprès des jeunes spectateurs du football. Mais moi j'adorerais qu'en français, Michael Olise, Mbappé ou encore Dembélé peut-être remporte le Ballon d'Or. Donc voilà, c'était un mot pour finir ce podcast on s'éternise un peu, mais bon, c'était un plaisir. Ouais, c'était vraiment cool. Si vous avez aimé le nouveau concept, n'hésitez pas à nous le dire. Et puis, Zéphyr était visiblement choc-barre de ta réponse, qu'il en a Ouais, quitté la vidéo. Peut-être qu'il n'était pas de ton avis, donc on le saura, on vous le dira dans la prochaine vidéo. Mais en tout cas, ouais, c'était cool. Je pense qu'on pourra revenir sur le statut des grandes nations actuellement, parce que là, je sens qu'on tient un bon débat, et qu'on peut vraiment s'écharper dessus, et ça peut être sympa. Donc on se dit à la prochaine, Arthur, et Zéphyr aussi qui sera là. Donc vraiment, c'était cool ce soir. ouais, et n'hésitez pas à vous abonner, ça nous donne énormément de force et on continue. Ah bah Zephyr qui revient et on continue. Zéphyr pour le Et mot de la nouveau fin. podcast jeudi pour les différents événements, différents